Depuis des millions d'années, le plancton conditionne directement ou indirectement tous les êtres vivants qui s'en nourrissent. Ballotté au gré des courants marins, il entraîne dans son sillage les destins de millions de crustacés, de mollusques et de poissons que l'homme a pour habitude de pêcher avant de s'en régaler. De nombreux enjeux écologiques et économiques dépendent du maintien de la biodiversité des espèces planctoniques. Leur importance dans la chaîne alimentaire marine, leurs propriétés curatives, énergétiques et productrices d'oxygène ne sont plus à démontrer. Le rôle du plancton est essentiel à la survie de notre écosystème. Or, depuis quelques décennies, les activités débordantes des hommes modifient de plus en plus fortement les équilibres millénaires du plancton marin. L'eau emmagasinée dans les ballastes des bateaux qui composent la flotte commerciale mondiale fait voyager à travers toute la planète des milliers d'espèces de plancton susceptibles de provoquer de graves déséquilibres écologiques. En parallèle, des millions de tonnes de produits chimiques plus ou moins toxiques ruissellent chaque année jusqu'aux eaux côtières, dans lesquelles ils modifient les équilibres planctoniques existants. Enfin, le principal gaz à effet de serre largué dans l'atmosphère, le gaz carbonique, réchauffe les eaux océaniques, entraînant de profondes modifications du plancton marin. Les scientifiques sont désormais unanimes. À cause des activités humaines, le plancton marin change à une vitesse qui dépasse tout ce que la planète avait connu depuis des temps immémoriaux. Dans le monde, 60% des transports de marchandises sont effectués par voie maritime. La flotte commerciale mondiale compte plus de 35 000 navires. Un trafic incessant qui fait voyager en permanence des milliers d'espèces planctoniques d'un endroit du globe à l'autre. Si ces transferts induisent le plus souvent des incidents mineurs, ils sont aussi régulièrement à l'origine de véritables catastrophes écologiques. Daniel Masson est chercheur à la station Ifremer de La Rochelle, sur la côte atlantique du golfe de Gascogne. Il s'intéresse de très près aux transports involontaires d'êtres vivants marins, notamment de plancton végétal ou animal, dans les ballastes des navires de commerce. Les ballastes d'un bateau sont généralement situés dans des zones de renfort de coque, donc ils sont en double fond, voire quelquefois double paroi. Les ballastes sont systématiquement remplis d'eau pendant le déchargement de la cargaison. Inversement, ils sont vidés lorsque le navire charge une nouvelle cargaison. Grâce au lest des ballastes, le bateau qui repart sans chargement tiendra la mer en toute sécurité. On a calculé que ça fait plusieurs milliards de mètres cubes ou de tonnes, comme on veut, déballastés dans le monde par an. Lors de ses missions de recherche sur les navires de commerce, Daniel Masson a constaté l'immense quantité des organismes marins susceptibles d'être transportés dans les ballastes. Sont transportés avec les eaux, puisqu'elles sont pompées avec, toutes sortes d'organismes marins, qui soient des algues, qui soient des poissons, des crustacés, des mollusques. Il y a aussi du zooplancton, des bactéries, absolument tout. Le nombre d'espèces vivantes voyageant dans les ballastes de bateaux a été estimé par certains chercheurs dans le monde à peu près 7000 espèces qui, tous les jours, voyagent d'une partie du monde à l'autre. Le plancton végétal constitue la plus grande partie des organismes transportés dans les eaux de ballast. Pour étudier son comportement, Daniel Masson a fabriqué un ballast artificiel qu'il a surnommé ballastodrome. Le ballastodrome reconstitue des conditions expérimentales proches de celles d'un véritable ballast. Les résultats démontrent que dans un ballast, une partie du plancton végétal
est capable de survivre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans lumière et même parfois sans oxygène. Il y a danger lorsque le plancton qui a survécu au voyage est capable de s'implanter dans le lieu du déballastage. Certaines espèces parviennent même à y proliférer aux dépens des espèces autochtones. Le gros problème qu'il y a, c'est que lorsqu'une espèce est installée, implantée quelque part, comme on est en milieu ouvert, on est dans la mer ou dans un estuaire ou dans un fleuve, on ne peut pas s'en débarrasser. Rien ne va plus lorsqu'une espèce de plancton végétal toxique apparaît soudain dans une nouvelle région. Le plancton de la famille des dinoflagellés est tout particulièrement concerné. Sur une quinzaine d'algues unicellulaires toxiques type dinoflagellés, on sait qu'il y en a au moins 13 qui voyagent par les ballasts de navires. Les conséquences sur le milieu sont parfois catastrophiques. Si le plancton végétal importé est toxique pour les coquillages, il faut alors stopper leur commercialisation pour l'alimentation humaine pendant plusieurs mois. De nombreuses recherches se sont effectuées pour tenter de trouver des moyens non polluants de tuer les organismes marins, animaux ou végétaux qui voyagent dans les ballastes des navires. Mais on est encore loin d'une réglementation internationale véritablement efficace. Le plancton voyageur a encore un bel avenir devant lui. Les ballastes ne transportent pas que du plancton végétal. Loin s'en faut. L'histoire du plancton animal Mnemiopsis, une petite méduse originaire d'Amérique du Nord, montre bien que l'introduction de quelques individus dans un nouvel endroit peut conduire à l'invasion et au déséquilibre d'une mer entière. Depuis 2006, c'est en mer Baltique que la méduse fait craindre le pire. Une équipe de scientifiques allemands de l'université de Rostock se prépare à plonger dans la Baltique pour suivre l'évolution de la population locale de Mnemiopsis. Sandra Kube et Gerd Nitzwitz supervisent l'opération. Le récif artificiel de Warnemünde existe depuis les années 70. Il a été mis en place pour créer sur le fond sableux un univers plus propice à la reproduction de la vie marine. Si l'on se base sur la variété et la quantité des habitants du récif, il semblerait bien que le projet soit une réussite. Le plancton le plus facile à observer en ces lieux, ce sont les méduses. En particulier la méduse Aurelia, qui fréquente de très nombreuses mers et océans du globe. Ou les méduses Cyanea, qui peuvent mesurer jusqu'à 40 cm de diamètre et dont il vaut mieux éviter les longs filaments urticants. Sandra Kube est la première personne à avoir découvert la présence de la méduse Mnemiopsis fin 2006. C'est ici que nous avons découvert Mnemiopsis lors d'une plongée en novembre 2006, exactement dans cette zone. Nous étions dans l'eau et nous nous sommes dit que cette méduse n'avait rien à faire ici. Aujourd'hui, en plein été, leur concentration peut dépasser les 800 individus par mètre cube d'eau. Nous n'avions pas de méduse de cette taille ici dans la Baltique. Il était évident qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. J'étais impressionnée par la beauté de cet animal, par ses reflets fluorescents. C'était magnifique. Mais être beau n'empêche pas d'être dangereux. C'est exactement le cas de Mnemiopsis. Cette méduse a déjà commis de gros dégâts dans d'autres mers du globe. L'histoire de cette méduse voyageuse est tellement originale qu'elle est devenue un cas d'école. À l'Institut océanographique de Warnemünde, à côté de Rostock, Lutz Postel ne résiste pas à l'envie de raconter son histoire à de jeunes élèves de la région. Ja, was habt ihr hier gebracht? Donnerwetter, ist ja reiche Ausbeute heute hier. Das sind die Rippenquallen.
Après une brève description de l'animal, le scientifique se lance dans le récit des voyages intercontinentaux de cette étrange méduse. Comment une méduse originaire d'Amérique du Nord peut-elle arriver jusqu'en mer Baltique? Il semblerait bien que le voyage ait débuté en 2003. Le courant du Gulf Stream aurait pu les transporter, mais la distance est vraiment trop grande. Avec un bateau, le voyage ne dure qu'une semaine. Il y avait eu une première invasion de Mnemiopsis dans le port de Rotterdam. Nous avons fait des recherches et nous sommes tombés sur une étude faite à Boston. Boston est ici, au nord de New York. À longueur d'année, le trafic de porte-containers est énorme. Ils partent d'ici, passent par là, traversent la dorsale médio-atlantique, puis la Manche, jusqu'à Rotterdam. Les scientifiques sont unanimes pour considérer que les courants naturels marins qui longent les côtes de l'Allemagne puis du Danemark suffisent pour expliquer le déplacement des Mnemiopsis depuis Rotterdam jusqu'à l'ouest de la mer Baltique. Elle a mis environ une année pour arriver dans l'ouest de la mer Baltique. Ensuite, elle a été entraînée par les courants naturels dans presque toute la mer Baltique. Or, l'affaire est inquiétante, car cette même méduse fut à l'origine d'une véritable catastrophe écologique et économique en mer Noire, il y a 25 ans. Elle avait déjà voyagé en bateau dans les années 80. Depuis ici, puis à travers la Méditerranée, de la Méditerranée vers le détroit du Bosphore et jusqu'à la mer Noire. Et là, elles se sont reproduites. Contrairement à la mer Baltique où l'eau est froide et où elles ne grossissent pas et ne se reproduisent pas trop, là-bas elles sont devenues énormes, mesurant plus de 20 cm. Ces méduses-là sont devenues tellement grandes qu'elles se sont reproduites en masse. Ce fut un désastre. C'est pour cela que nous avions très peur de les voir arriver ici. À partir du moment où nous avons été certains qu'il s'agissait bien de la même espèce qui avait envahi la mer Noire il y a 25 ans, nous avons immédiatement pensé à ce qui arriverait au plancton de la mer Baltique si cette espèce s'y établissait. Quelle particularité dans le mode de vie de cette jolie petite méduse la rend donc tellement dangereuse pour l'équilibre planctonique de l'écosystème marin? À l'Institut des ressources aquatiques de Copenhague au Danemark, c'est justement ce qu'étudie Christine Ditlevsen. Les Mnemiopsis mangent énormément et leur taux de reproduction est très élevé. Elles sont à la fois mâles et femelles. Un seul animal peut produire à la fois des œufs et du sperme et s'autoféconder. En quelques mois, un animal isolé peut produire des milliers de méduses. Les Mnemiopsis sont de redoutables carnivores. Elles raffolent du plancton animal de petite taille, comme par exemple les copépodes, le plancton animal le plus largement représenté dans presque tous les océans du globe, qui occupe une place primordiale dans la chaîne alimentaire. On a découvert que quand les Mnemiopsis sont nombreuses, les copépodes sont absents. Comment expliquer l'appétit pentagruélique des Mnemiopsis? Tout d'abord, aucun système physiologique n'intervient jamais pour bloquer leur appétit. Elles digèrent tout ce que les cellules gluantes de leur manteau parviennent à capturer. Elles mangent en permanence, de jour comme de nuit, et se reproduisent dès qu'elles sont de taille suffisante. À l'aide d'un faisceau laser, Christine Ditlevsen étudie les techniques que les Mnemiopsis utilisent pour capturer leur proie.
Un produit réfléchissant lui permet de visualiser l'orientation des courants que génèrent les méduses. C'est là que réside un autre secret de leur efficacité. Grâce à un vaste réseau de cils vibratiles, la Mnémiopsis génère en permanence des courants qui attirent irrémédiablement vers sa bouche les proies qui passent dans son rayon d'action. Une invasion de Mnémiopsis ne peut que bouleverser l'équilibre planctonique existant. Les méduses attrapent sans discernement tout ce qu'elles considèrent comme étant comestible. De plus, en fonction de la saison à laquelle elles vont proliférer, les œufs et les larves de crustacés, de mollusques et même de poissons peuvent être concernés. Elles mangent aussi des œufs et des larves de poissons, et c'est un problème. Il pourrait en devenir un. L'invasion de Mnémiopsis en mer Baltique peut-elle conduire à une catastrophe similaire à celle observée en mer Noire? Je ne pense pas que les Mnémiopsis puissent mettre en danger l'écosystème de la mer Baltique, comme ce fut le cas en mer Noire dans les années 80. En mer Baltique, la température est plus basse. Comme la pullulation saisonnière des Mnémiopsis ne se déroule pas en même temps que celle des larves de poissons commerciaux, ça ne sera peut-être pas trop grave. Nous ne savons pas comment tout cela va évoluer. En relation avec le changement climatique, il se pourrait toutefois que Mnémiopsis se mettent à pulluler ici aussi. Si la température de la surface de l'eau augmente, elles iront plus au nord et elles résisteront mieux à l'hiver. Si la température est plus élevée, elles vont grossir. Et si elles grossissent, elles vont ingérer plus de nourriture, ce qui pourrait affecter les populations de poissons. Au niveau mondial, la méduse Mnémiopsis n'est qu'un exemple des conséquences écologiques et économiques parfois désastreuses que de nouvelles implantations de plancton végétal ou animal peuvent engendrer suite à des transports involontaires par les navires commerciaux. Mais d'autres menaces plus directes troublent l'équilibre planctonique marin. De nombreuses activités humaines sont à l'origine de pollutions qui, de ruisseaux en rivières, finissent dans les océans. Les recherches scientifiques récentes démontrent que les populations de plancton vivant dans les eaux côtières y sont particulièrement sensibles. Depuis près de 40 ans, la mer et l'agriculture ne font plus bon ménage. En outre, les engrais, qu'ils soient naturels ou chimiques, ont une influence considérable sur les communautés de plancton marin. Quelle que soit la distance, une grosse quantité de ces polluants agricoles parvient à gagner les côtes océaniques. À la station Ifremer de Brest, Alain Ménez-Gouin est spécialisé dans l'influence des engrais d'origine humaine sur l'équilibre écologique des eaux côtières. Le problème, c'est qu'une grande partie de ces apports ne sont pas utilisés immédiatement par les plantes et sont entraînés dans l'eau de lessivage des terres agricoles. Ils vont à la rivière et évidemment la rivière va à la mer. Il s'agit là d'une préoccupation bien actuelle. Depuis 40 ans, dans la plupart des pays développés, l'agriculture n'a cessé d'augmenter ses productions et utilise des quantités considérables d'engrais. Et on a donc constaté dans beaucoup de pays occidentaux une énorme augmentation des apports de nutriments, en particulier nitrates et phosphates à la mer côtière. La Bretagne est chef de file mondial quasiment, puisque son agriculture est très intensive. Les apports sont parmi les plus forts du monde. Le débit des fleuves qui traversent des régions agricoles est proportionnel à leur future influence sur l'écologie des côtes voisines. Par exemple, les apports en nitrates déversés dans l'océan Atlantique par la Loire se ressentent à plus de 300 km à l'ouest de son embouchure.
Ces nitrates d'origine humaine ne sont pas toujours néfastes pour le plancton. Le plus souvent, ils favorisent la prolifération du plancton végétal et soutiennent donc la chaîne alimentaire jusqu'aux poissons. Mais régulièrement, en fonction des lieux où certains courants accumulent ces nitrates en quantité, de graves problèmes planctoniques peuvent apparaître. Dans la zone côtière mondiale, les apports croissants dus à l'homme ont créé des problèmes l'été. On peut atteindre des teneurs très fortes, à peu près 10 fois, 15 fois la teneur normale de plancton en plein été à cause des apports de nutriments, notamment de nitrates. Ce plancton végétal, en quantité considérable, consomme la totalité de l'oxygène dissous dans l'eau de mer. Conséquence, les autres êtres vivants qui ne peuvent plus respirer meurent ou désertent les lieux. Second problème, plus grave encore, il semble clair désormais que l'excès de nitrates dans les eaux côtières favorise le développement d'espèces toxiques de plancton végétal. Il est très net que dans beaucoup d'endroits, les apports d'azote pendant l'été ont favorisé la croissance anormale des dinoflagellés. Les dinoflagellés font partie intégrante du plancton végétal et comportent de nombreuses espèces toxiques. Ingérés entre autres par les coquillages, ils les rendent impropres à la consommation humaine. Les autorités sanitaires doivent alors interdire leur commercialisation pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Toujours à la station Ifremer de Brest, Geneviève Arzul s'intéresse cette fois à une autre agression d'origine humaine, l'influence des pesticides chimiques sur le plancton végétal. Comme pour les nitrates et les phosphates, des quantités importantes de pesticides sont lessivées en permanence vers les rivières, puis dans les mers et les océans. Le plancton végétal y est particulièrement sensible. Les pesticides que l'on retrouve dans l'eau de mer proviennent essentiellement de l'agriculture où ils sont utilisés pour combattre le développement des organismes indésirables, comme par exemple les mauvaises herbes, les insectes, les champignons. Mais en termes de pollution des mers, les villes et les villages ne sont pas en reste. Les pesticides chimiques sont utilisés en masse pour le désherbage des rues, mais aussi pour celui des terrains de sport. Enfin, et malgré la discrétion légendaire de leurs habitants, les cimetières n'en sont pas moins, à certaines époques de l'année, de grands pollueurs devant l'Éternel. Dans les estuaires, puis dans les mers, les quantités concernées sont considérables. Étant donné la masse d'eau qui est impactée, cela représente des quantités énormes. Cinq petites fioles contiennent chacune une même concentration d'une unique espèce de plancton végétal. Le premier récipient reste tel quel. Mais chacun des 4 autres reçoit une quantité de plus en plus élevée d'une solution qui contient le principe actif purifié d'un herbicide chimique. Les 5 fioles sont ensuite mises en culture pour que le plancton puisse naturellement se multiplier. Si, au départ, les préparations présentent le même aspect, il en va tout autrement dès après 24 heures. Seule la fiole sans herbicide voit sa population planctonique augmenter. Dans les autres récipients, le résultat est facile à lire. Plus la concentration d'herbicide est élevée, moins le plancton prolifère. Et à forte dose, il périclite. Le plancton végétal peut être inhibé dans son développement par certaines de ces molécules, même à très faible dose. C'est ce que nous avons démontré en laboratoire. Il y a un effet au niveau génétique et au niveau de la composition chimique, même à faible dose. Geneviève Arzul a également effectué des tests non pas avec les molécules actives isolées, mais avec les formulations vendues dans le commerce, qui contiennent, en plus de la substance active,
de nombreux produits chimiques supplémentaires présentés comme de simples adjuvants ou conservateurs du pesticide, soi-disant neutres pour l'environnement. Nous avons trouvé que la formulation avait un effet 3000 fois plus toxique que la molécule prise toute seule. Et pour couronner le tout, il ne faut pas oublier que des dizaines, voire des centaines de polluants de marques diverses se retrouvent allègrement mélangés dans les eaux des estuaires et des côtes océaniques. Tous ces produits en même temps décuplent l'effet toxique sur les populations de plancton végétal. Ajoutés à d'autres causes de déséquilibre, les produits polluants favorisent la pullulation de plancton toxiques et modifient les chaînes alimentaires des régions côtières en faisant fluctuer la population de poissons, de mollusques et de crustacés. Nos pêches côtières en ressentent régulièrement les effets. Mais l'influence des activités humaines sur l'équilibre du plancton marin ne s'arrête pas au déplacement physique d'espèces planctoniques ou à leur agression directe par des substances polluantes déversées dans la mer. Invisible, inodore et sans saveur, le gaz carbonique accumulé dans l'air par les combustions de bois, de charbon ou de pétrole est le principal responsable de l'augmentation des températures de l'atmosphère. Avec quelques années de retard, les mers et les océans du globe se réchauffent également. Cette augmentation de température est en train de remanier en profondeur l'équilibre existant des populations de plancton. Au laboratoire CNRS de Villefranche-sur-Mer, sur la Côte d'Azur, Stéphane Gasparini est spécialiste du plancton animal. Or, depuis quelques décennies, ce plancton-là ne cesse de se modifier. Le réchauffement climatique est mis en cause. On n'a plus l'ombre d'un doute sur l'augmentation de la température en Méditerranée. On a des mesures extrêmement fréquentes, extrêmement précises et depuis de nombreuses années qui montrent clairement un réchauffement des eaux, et pas seulement un réchauffement des eaux de surface, qui là pourrait être sujet à discussion, mais également des eaux très profondes qui ont une grande inertie et qui démontrent de manière irréfutable le réchauffement méditerranéen. À la station scientifique de Villefranche, les premières données recueillies sur le plancton méditerranéen remontent à la fin du XIXe siècle. De plus, grâce à la météorologie particulièrement favorable de la région, des pêches quotidiennes ont permis de suivre avec précision l'évolution du plancton local depuis 1957. La maille des filets permet de sélectionner la catégorie de plancton à récolter en fonction de sa taille. La baie de Villefranche est très profonde. Elle permet d'effectuer des prélèvements jusqu'à 500 mètres de profondeur, à quelques centaines de mètres de la côte. À longueur d'année, ces prélèvements sont analysés en laboratoire, suivant des techniques d'observation scrupuleusement identiques. Les statistiques sont désormais formelles. Depuis les années 70, on assiste bien à des évolutions anormales des populations de plancton animal. Les changements qu'on observe au niveau du plancton ne sont pas forcément des changements très spectaculaires, au sens où on ne va pas toujours avoir des disparitions massives d'espèces. C'est souvent des changements beaucoup plus subtils. Il y a quelques espèces qui semblent de moins en moins fréquentes, des espèces essentiellement à affinité froide. D'autres espèces à affinité plus chaude deviennent de plus en plus fréquentes dans nos échantillons. Ces petits changements qui peuvent paraître subtils au niveau du plancton vont avoir des conséquences relativement importantes ensuite par rapport à leurs prédateurs, et il va y avoir un effet d'amplification tout au long de la chaîne alimentaire. D'autres études réalisées par des scientifiques du monde entier confirment l'influence grandissante du réchauffement des eaux sur les communautés de plancton.
L'Institut océanographique Saphos, situé à Plymouth, au sud de l'Angleterre, est un haut lieu d'observation du plancton marin de l'océan Atlantique. Les résultats sont bien plus spectaculaires que ceux observés en mer Méditerranée. Un travail colossal y a été réalisé grâce aux récoltes effectuées depuis des décennies par une petite machine hors du commun conçue par un génial inventeur plus d'un siècle auparavant. La machine s'appelle CPR, pour Continuous Plankton Recorder. Elle comporte une petite cassette interne capable de stocker et de conserver sur un filet le plancton animal dès qu'il a été happé par l'unique orifice de 1 cm². Des dizaines de machines CPR sont régulièrement installées derrière des navires effectuant des trajets réguliers dans l'océan Atlantique Nord. Le plancton animal contenu dans les filets du CPR est ensuite systématiquement analysé en laboratoire. Grégory Beaugrand est un spécialiste du changement climatique. Grâce aux résultats historiques récoltés avec le CPR, ce scientifique a mis au jour l'influence insoupçonnée de l'augmentation de la température des eaux sur les populations de plancton animal dans l'Atlantique Nord. Le programme Continuous Plankton Recorder a suivi l'abondance ou la présence d'espèces planctoniques depuis 1948. Il a permis de suivre plus de 400 espèces de plancton, ce qui représente des millions et des millions de données qu'on a pu utiliser grâce à la mise en place d'outils statistiques et mathématiques nouveaux. L'Institut Saphos connaît donc l'histoire du plancton de l'Atlantique Nord depuis plus de 60 ans. Ce suivi historique permet d'expliquer bien des mouvements. L'augmentation des températures a commencé à la fin des années 1970. Une forte augmentation qui se fait en l'espace de 50 ans, très vraisemblablement liée à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Au fil des décennies, la température des eaux de l'océan Atlantique Nord a elle-même augmenté de 1 degré. Une broutille? Certainement pas pour le plancton. Les études statistiques de Grégory Beaugrand sont formelles. En 40 ans, pour continuer à vivre dans leurs températures aquatiques préférées, les espèces planctoniques se sont déplacées vers le nord, à une vitesse et sur des distances considérables. Les mouvements qu'on constate sont sans précédent. Les espèces tempérées chaudes, qui autrefois étaient localisées au niveau du golfe de Gascogne, sont maintenant localisées à l'ouest des côtes norvégiennes. On a assisté à une progression vers le nord de plus de 1000 km en l'espace de 40 ans, ce qui fait un taux moyen d'à peu près 23 km par an entre la période 1958 et 2005. Sous l'effet du réchauffement climatique, le plancton marin de l'océan Atlantique Nord change donc beaucoup plus que ce que l'on pensait. Désormais, une autre question se pose. Est-on ou non en mesure de prouver que ces modifications du plancton sont capables de bousculer à grande échelle des populations entières de crustacés ou de poissons? Cette réorganisation de la biodiversité qu'on a constatée à l'échelle du plancton, on s'est posé la question si elle pouvait avoir des conséquences sur le niveau supérieur, en particulier les poissons. Pour le savoir, le scientifique s'est concentré sur la mer du Nord, dans laquelle les populations de poissons sont en nette diminution ces dernières décennies. Brian Mackenzie est chercheur à l'Institut des ressources aquatiques de Copenhague, au Danemark.
En mer du Nord, la biomasse a fortement diminué au cours des 20 ou 30 dernières années. Elle est peut-être 2 ou 3 fois inférieure à celle des années 70 ou 80. Le déclin touche tout particulièrement les populations de morues. Or, depuis des siècles, ces poissons représentent une véritable manne alimentaire et économique pour les terres alentours. Ces poissons ont très bon goût. Les gens les aiment. Ils sont populaires depuis des siècles, voire des millénaires. Ils sont bons. Au début des années 1900, on pêchait environ 100 000 tonnes de morues par an, contre seulement 50 à 60 000 tonnes au début des années 2000. Il s'agit donc d'un déclin important. La raison de ce déclin réside probablement dans une forte pression due à la pêche, mais aussi au changement des conditions océanographiques. On pensait que la surexploitation était le facteur principal responsable de la diminution des stocks de poissons. Ceci est vrai à l'échelle mondiale. Mais en ce qui concerne la mer du Nord, il y a également un autre paramètre, et ce paramètre, c'est le changement climatique. Premier indice, les scientifiques observent que le déclin des morues en mer du Nord s'accompagne d'une nette augmentation de leur présence en mer de Norvège, à quelques centaines de kilomètres au nord. Le parallèle entre ce déplacement et celui du plancton animal n'échappe pas à Grégory Beaugrand, qui entame immédiatement une étude statistique sur le sujet. Il oriente ses recherches sur une catégorie de plancton bien particulière, les copépodes. Le groupe des copépodes, pourquoi on l'a utilisé? Tout simplement parce que c'est un lien clé entre le phytoplancton, le plancton végétal et les poissons. Les copépodes sont des proies de choix pour de nombreux animaux marins. Des milliers d'espèces de crustacés ou de poissons dépendent même de leur abondance saisonnière pour assurer la nourriture de leur progéniture. Dans les années 90, Brian Mackenzie a étudié de près le comportement alimentaire des larves de morues. L'alimentation des larves de morues est très spécifique. Leurs proies préférées sont un type particulier de plancton animal qu'on appelle copépodes. Et même à l'intérieur du groupe des copépodes, elles ne mangent pratiquement que les individus d'une seule et même espèce. Effectivement, les larves de morues dépendent principalement pour leur survie de la présence d'une espèce de copépode dénommée Calanus helgolandicus, leur copépode fétiche en quelque sorte. En mer du Nord, les morues se reproduisent de mars à juin. La nature est bien faite. À la même époque, leur espèce fétiche de copépode pullule. Les larves de morues mangent donc à satiété. Mais en décortiquant les milliers de données récoltées depuis 60 ans par l'Institut Saphos, Grégory Beaugrand met justement en évidence que le copépode favori des larves de morues s'est lui aussi déplacé vers la mer de Norvège au cours des 30 dernières années. En parallèle, le scientifique découvre que ce copépode a été remplacé par une espèce très proche venue du sud, où l'eau devenait trop chaude pour son développement. Ce nouveau copépode pouvait-il devenir la proie préférée des bébés morues? Pour une simple question de calendrier, la réponse est négative. Le nouveau copépode ne pullule, lui, que de septembre à novembre. Au printemps, en mer du Nord, les larves de morues manquent cruellement de nourriture. Par conséquent, au fil des années, les populations de morues ont tout simplement suivi les déplacements du copépode fétiche de leurs larves. Actuellement, on a un environnement planctonique défavorable pour la survie des larves de morues en mer du Nord. Donc ceci provoque une diminution de la croissance, une diminution de la survie. Avec la diminution drastique du nombre de morues, tout un pan de l'économie côtière s'écroule. Nos activités socio-économiques en mer du Nord, par exemple, sont principalement centrées sur la morue et ces espèces risquent d'être remplacées par d'autres espèces comme la sardine, l'anchois, le chinchard, qui sont des espèces beaucoup moins importantes pour l'activité humaine que la morue.
Les conséquences de la diminution des stocks de morue peuvent être très sévères. Les pêcheurs ne seront plus capables d'en pêcher les mêmes quantités. Leurs revenus vont donc diminuer. Qui aurait pu imaginer qu'en quelques décennies, la raréfaction d'un seul et unique membre du plancton animal puisse déplacer sur des centaines de kilomètres des populations entières de poissons, pourtant installées dans une mer depuis des millénaires. Face aux polluants chimiques, aux transports artificiels ou au réchauffement des océans, le plancton marin réagit en général de manière progressive. Pourtant, régulièrement, un important déséquilibre planctonique apparaît ici ou là, qui dérègle momentanément ou définitivement les populations de crustacés, de mollusques ou de poissons d'une mer ou d'une autre. Sur la planète, les pressions d'origine humaine sur les populations de plancton marin ne cessent de croître et cumulent leurs actions. Mais on ne sait pas précisément de quelle manière ni à quelle vitesse le plancton va réagir dans le futur. Est-ce que ces changements subtils pour le moment vont se faire de manière progressive ou est-ce qu'au contraire ils vont atteindre un certain seuil et qu'au-delà de ce seuil il va y avoir un changement brutal qui pourrait modifier complètement l'écosystème marin? Ces écosystèmes-là, c'est pas qu'ils soient forcément meilleurs ou moins bons que les précédents, mais par contre ils sont peut-être moins profitables à l'homme. Et donc c'est sous cet angle en fait qu'on est préoccupé de ces évolutions. Le maintien de la biodiversité du plancton océanique constitue bien un enjeu à la mesure de nos préoccupations actuelles en matière d'environnement planétaire.